Bonjour tout le monde, c'est Théo et aujourd'hui vidéo sur les AINS. Donc les AINS c'est quoi? Ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc d'avance, si vous en prenez, si vous avez des symptômes qui sont censés régler, hein, donc les douleurs, les fièvres, les rhumatismes, ou comme on l'a vu avant dans notre vidéo, que vous preniez ces médicaments-là en plus d'IPP parce que vous avez par exemple des ulcères, cette vidéo elle est capitale pour comprendre pourquoi les AINS, c'est une sorte de cercle vicieux dans lequel il ne faut pas rentrer. Même si je sais que beaucoup vont me dire ok Théo, mais moi la douleur est vraiment trop importante, je n'arrive pas à outrepasser ça, hein, ça fait beaucoup trop mal, j'arrive pas du tout à m'en débarrasser de ces AINS, donc comment je fais, on en parlera à la fin, mais là c'est plutôt une étude sur le métabolisme du médicament en question, et pourquoi, comme je me répète, hein, pourquoi ça entretient en fait un cercle vicieux qui est très délétère pour votre santé digestive. Donc avant d'analyser un peu ce schéma qui a l'air imbuvable, on va d'abord se pencher sur ce que c'est l'inflammation, parce que c'est ce que ces médicaments sont censés soulager. Donc là, quelques petits noms que beaucoup de gens connaissent. Et donc la fonction des AINS, c'est quoi? La réduction des symptômes liés à un phénomène inflammatoire. Donc les gens sont inflammés, ils veulent contrer ça parce que ça brûle, ça pique, ça gratte, etc. Et ils veulent le calmer. Donc d'avance, je le dis, c'est normal. On va regarder juste en dessous, ici la Tissue Repair Timeline. Donc en gros une frise chronologique de la réparation d'un tissu. Et ce qu'on remarque, donc c'est échelonné en heures, en jours, en semaines et en mois, et ce qu'on remarque c'est que l'inflammation fait elle-même partie d'un processus de reconstruction cellulaire. Donc en fait ça va être un peu le propos de la vidéo, c'est que les gens qui abusent de INS, malheureusement ils viennent compromettre les étapes suivantes qui sont la cicatrisation et le remodelage cellulaire qui est donc dû à un choc. Je vais détailler un petit peu plus comment marche ce phénomène-là et en même temps parenthèse par rapport à ça, mais il n'existe pas véritablement de diète anti-inflammatoire, c'est un gros abus de langage, hein, pour ceux qui ont déjà essayé ça, c'est un gros abus de langage, c'est plutôt une diète qui ne contient pas d'aliments qui vont être pro-inflammatoires. Ça d'accord, ça peut être vrai, parce que sans ce phénomène-là, on n'a pas la suite, et on a besoin de la suite pour pouvoir guérir d'un stress qu'une cellule a subi. Donc bref, là je m'étends un petit peu, on va revenir sur le schéma. Donc là, ça c'est un gros dessin d'enfant, parce que c'est beaucoup plus simple à comprendre, et au-dessus on a le schéma un petit peu plus détaillé. Donc la première phase, ici, phase 1, moi c'est en 4 phases, là aussi c'est en 4 phases, là c'est en 3, c'est pas important. Phase 1, donc on appelle ça la phase vasculaire. Qu'est-ce qui se passe? Le tissu ou la cellule subit un stress. C'est ça ici, là, cette petite onde de choc, la cellule ou le tissu subit un stress. Très bien, le corps emmagasine l'information. Donc qu'est-ce qui se passe ensuite? On va avoir donc des mastocytes qui vont libérer de l'histamine, ok d'accord, et ça va stimuler donc la vasodilatation. Donc les vaisseaux sanguins vont se dilater. Donc ils vont gonfler, et comme ils vont gonfler, on va avoir l'apparition de rougeur et aussi de chaleur. Donc jusque là, tout le monde connaît vraiment ce symptôme-là. Sauf que cette vasodilatation, donc du vaisseau, il faut le voir un peu comme ça, on a le vaisseau principal qui vient donc de se dilater, ici, tac, mais comme les branches d'un arbre, eh bien ce vaisseau sanguin principal, il a donc des capillaires. Les capillaires sont des vaisseaux plus petits, qui lui sont rattachés. Et comme le vaisseau vient de se dilater, on a donc un afflux massif de sang qui arrive, et les capillaires, qui sont eux plus petits, donc ils ont un diamètre beaucoup plus fin, ils vont être surchargés. Ce qui va donc entraîner un échappement de plasma dans ces capillaires, mais un peu surchargé. Ce qui fait que ça va gonfler et faire un peu mal. Donc jusque là, vraiment tout le monde est ok, et voit ce que ça fait. Donc ça correspond ici à ma phase 2. Phase 2 cellulaire, phase 2 chez moi, et ici, la phase 2 également, on est à peu près ici. Or, c'est ce que les gens en fait essayent de bloquer. Voilà, les gens, ils bloquent la rougeur, ils bloquent la chaleur, ils bloquent le gonflement, et ils bloquent la douleur. Donc déjà en fait, quand on prend un INS, on vient couper tout le processus juste ici. On le reverra ensuite. Ensuite, donc, étape 2 et 3, donc le ou les vaisseaux étant dilatés, les capillaires étant surchargés, ça va permettre forcément de bombarder un afflux donc, de macrophages, enfin des polynucléaires, pardon, dont des macrophages qui vont pouvoir permettre la phagocytose. Alors comment schématiser ça simplement? Là j'ai mis un petit C avec un rond. La phagocytose, c'est un peu comme Pac-Man qui mange des petites boules, là, les petits packs gomme. C'est voilà, phagocytose, littéralement on phagocyte, donc on vient devant, hop, on mange et ensuite on digère en sa propre matrice. Voilà, pour résumer vraiment simplement la phagocytose.
Donc ces polynucléaires et ces macrophages vont pouvoir phagocyter les débris cellulaires, donc les débris qui sont issus de l'inflammation et de l'agression en question. Parce que oui, ça peut être un stress physique ou chimique, hein, évidemment. En phagocytant, ces polynucléaires vont également libérer des médiateurs pro-inflammatoires. À quoi ça sert? Donc des cytokines, les prostaglandines, on en parlera ensuite, et les leucotriènes, on en parlera encore ensuite. À quoi ça sert de phagocyter des débris, mais en plus d'envoyer des médiateurs pro-inflammatoires? Eh bien, on va avoir une sorte de petite boucle de rétroaction, puisqu'on a plein de médiateurs inflammatoires, eh bien ça va engendrer cette boucle de rétroaction qui va en fait alimenter la vasodilatation, etc., etc. Mais comme on a donc une relation entre ceux qui phagocytent et ceux qui envoient des médiateurs, et bien, tant que ça phagocyte, ça envoie un médiateur, jusqu'au moment où il n'y aura plus rien à phagocyter, et donc il n'y aura plus de médiateur, et donc plus de boucle de rétroaction pour continuer à vasodilater les vaisseaux. Donc ça, en fait, c'est la phase 2, et en vérité, la phase 4 chez moi correspond à la phase 3 ici, et à week et month ici. Et la phase suivante, en fait, c'est que donc, une fois que le vaisseau s'est vasodilaté, une fois qu'on a phagocyté ce qu'on voulait phagocyter, une fois que les médiateurs ont joué leur rôle, eh bien c'est bon, le boulot est terminé, et on va pouvoir donc vasoconstricter, donc ça veut dire contracter, réduire le diamètre du vaisseau pour qu'il redevienne normal, parce qu'on a vu que avoir un vaisseau qui est tout le temps vasodilaté, ça fait des rougeurs et des chaleurs. Et ce qu'il y a en plus de ça, et ça c'est une théorie personnelle, d'accord, donc c'est pas prouvé, ok, c'est qu'on va, enfin ça c'est vrai, mais la raison de pourquoi ça c'est pas prouvé, c'est qu'on va donc avoir de l'angiogénèse. Donc ça veut dire quoi? La création de nouveaux vaisseaux sanguins, et les vaisseaux en question, et ceux qui ont été potentiellement lésés, capillaires en général, vont être renforcés par des fibres de collagène. Ma théorie personnelle, c'est que comme on a eu un choc, un stress physique ou chimique à un endroit, qui a donc entraîné un afflux de sang à cet endroit précis, eh bien le corps, par adaptation, va se dire, là c'est moi qui invente, d'accord, va se dire, ok, on a eu un choc à cet endroit-là, il se peut que ça se réitère, il se peut que ça arrive de nouveau, donc comme on a créé par angiogénèse de nouveaux vaisseaux, s'il y a un nouveau choc à cet endroit précis, eh bien on sera plus à même de pouvoir répondre facilement et rapidement. Donc ça c'est quand tout se passe normalement. Et quand on prend un INS, on vient littéralement rompre le processus juste ici. Ce qui empêche donc le déroulement correct de la phase donc 3, donc prolifération, remodeling, phase 3 ici, 3 et 4 chez moi. Comme tu empêches le process de cicatrisation, l'inflammation elle devient chronique. Parce que oui, effectivement, comme on empêche le bon déroulement des choses, eh bien la phase qui tourne en boucle, c'est celle-ci. En fait, on a pas mal, on a plus mal, mais le problème lui reste bel et bien. Voilà. Et ça d'ailleurs, c'est même sur les sites de vendeurs de médicaments, c'est écrit. Hein. C'est un médicament qui agit contre le symptôme, pas contre la cause. Donc le problème, c'est que donc, comme on ne règle pas, on ne permet pas, la cellule de cicatriser, eh bien, on vient engrainer l'inflammation de façon chronique. Et le processus se répète à l'infini. Donc ça, c'est un peu les grandes lignes, on va dire, pour comprendre basiquement comment ça fonctionne. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça implique au niveau digestif, avec donc la review de la cascade métabolique de ce médicament. N'ayez crainte, je vais simplifier vraiment le truc à fond. Donc ici, on a donc, phospholipides. Et là, la membrane de la cellule. Donc cellule, hop, en gros schéma très moche. Ça, c'est la membrane, ça, c'est un noyau de cellule. La membrane ici, phospholipides, c'est ce qui constitue la membrane. Donc phospholipides, acides gras. Donc la membrane de ta cellule libère à partir des phospholipides, donc acides gras, un acide gras spécifique qu'on appelle donc l'acide arachidonique. Et ça, donc, c'est la réponse au stress. C'est la première réaction en réponse au stress, donc phase 1, pour ceux qui se rappellent. Puis, en fait, l'inflammation, elle va être dictée par les voies métaboliques que vont emprunter ce fameux acide arachidonique. Donc, il y en a 3, on va en observer que 2, d'accord? Donc, on a la lipo-oxygénase, LOX, on a le cytochrome P450, on en parlera dans la vidéo sur le foie, donc on peut l'occulter, et on a enfin, et d'ailleurs c'est même l'objet de la vidéo, les cyclooxygénases, donc COX, qui sont divisées en 1, 2 et 3. Donc cette ARA, on va l'appeler comme ça, hein, c'est plus simple, cette ARA, il va être métabolisé par plusieurs voies. On va d'abord se pencher ici sur la cyclooxygénase. Donc on passe de phospholipides, puis ARA, et enfin les enzymes, donc COX, cyclooxygénase, ASE, enzyme, on s'en rappelle, les cyclooxygénases vont donc métaboliser cet acide gras. Okay, et vont le transformer en plusieurs éléments. Donc COX transforme ARA en prostaglandine, ici, et en thromboxane.
ici. Et on va se pencher ensuite sur l'étude de ces prostaglandines, car elles ont toutes des rôles différents et pas forcément impliquées en fait dans ce qui est inflammatoire ou non. On verra qu'il y a des prostaglandines par exemple qui vont favoriser la sécrétion de mucus gastrique. Et c'est pour ça en fait que beaucoup de gens ont des ulcères gastriques à cause des INS. C'est parce qu'en fait, les INS vont t'empêcher d'avoir de la douleur parce qu'ils vont bloquer COX. Ils vont bloquer l'action des cyclooxygénases. Donc comme on bloque ce processus, alors effectivement, on n'a plus mal, il n'y a plus de rougeur, il n'y a plus de brûlure, c'est vrai, mais on entraîne dans sa chute l'inhibition des prostaglandines et des thromboxanes. Et ce n'est pas sans conséquence, parce que c'est de là que naissent en fait les ulcères gastriques qui sont dus aux INS. Ça vient de ça en fait. Donc, et précisément, des prostaglandines. Donc on va maintenant se pencher sur qu'est-ce que ça implique d'inhiber COX-1, COX-2 et COX-3. Et précisément encore plus, les prostaglandines. Donc COX-1 va produire, lui, des prostaglandines protectrices de la muqueuse gastrique et également vont entretenir la fonction rénale. Donc c'est pour ça que quand on va inhiber COX-1, on va avoir des ulcères gastriques et également des reins un peu au ralenti. Alors, je schématise vraiment en gros, mais souvenez-vous, si on prend INS plus IPP, comme tout médicament, c'est métabolisé par le foie et excrété par les reins. Si on a des reins qui sont déjà ralentis parce que COX-1 est inhibé par notre ami l'INS, eh bien c'est un peu double peine, quoi. Et d'ailleurs, en plus des ulcères gastriques, on a souvent des hémorragies digestives qui sont d'ailleurs vecteurs de carence en fer, on en parlera ensuite. Donc ce qui se passe, c'est que comme on vient inhiber les prostaglandines qui vont être sécrétrices de mucus pour l'estomac, donc l'estomac se protège de son propre acide. Donc pour ceux qui ne voient pas trop de quoi je parle, il faut aller voir la vidéo sur les IPP qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Ok, j'en parle en détail. Donc l'estomac se protège lui-même de son propre acide grâce à un mucus protecteur. Donc si on vient empêcher la prostaglandine d'actionner ce mécanisme de sécrétion de mucus, l'estomac se retrouve un peu tout nu face à son propre acide. Et donc c'est extrêmement corrosif. Donc il se mange un petit peu de lui-même. D'où l'ulcère d'ailleurs. Et en prévention de cela, on va donner les fameux IPP. IPP, donc inhibiteurs de la pompe à protons, qui vont venir baisser l'acide gastrique pour empêcher qu'il soit trop fort et qu'il endommage donc la muqueuse gastrique. Vous comprenez? Donc c'est déjà un médicament qui rend dépendant d'un autre. Voilà. Et d'ailleurs, l'autre médicament, donc IPP, on voit la vidéo, lui-même a des boucles de rétroaction et un cercle vicieux qui est entretenu. Et enfin, on a COX-2. Alors COX-3, oui, c'est un peu oublié parce que c'est pas vraiment dans le thème de la vidéo, c'est un peu à part. En COX-2, qui lui produit donc les prostaglandines responsables de la douleur et du processus inflammatoire. En fait, c'est cela qu'on veut vraiment cibler quand on a mal et qu'on a pour intention première de prendre des INS. Le problème, on pourrait se dire, d'accord Théo, mais moi en fait, je pourrais très bien prendre un INS, donc on appelle sélectif, qui vient inhiber uniquement COX-2 pour ne plus que j'ai mal, mais sans engendrer ce problème au niveau gastrique. Alors oui, c'est vrai, hein, ça marche, hein, effectivement, ça existe, ça s'appelle Coxib, sauf que c'est vecteur de gros effets secondaires, notamment cardiovasculaires, si bien que c'est très rarement prescrit, tellement c'est fréquent en fait. Donc malheureusement, les gens sont contraints de devoir consommer des INS non sélectifs qui vont cibler les deux COX-1 et 2, malheureusement. Donc ce schéma-là de COX-1 qui est inhibé puis IPP en prévention, il est quasiment inévitable pour tous ceux qui prennent un INS de façon vraiment répétée et régulière, ou pour ceux qui ont la main un peu trop facile là-dessus. On va pas se mentir, hein, quand on prend un INS une fois tous les 36 du mois, il ne devrait rien se passer, normalement, d'accord. Pour autant, c'est pas de raison de le faire. Hein. Je l'invite à pas le faire, hein, d'accord. Mais en principe, si on prend un INS sur un jour, on va pas avoir des IPP et un ulcère et machin et bidule, d'accord. C'est vraiment pour ceux qui en utilisent très régulièrement dans la semaine, une fois, 2 fois, 3 fois, et ce de façon vraiment répétée. Et donc le problème, je rebondis par rapport à ça, on se souvient que COX donc, transforme l'ARA en prostaglandine et en thromboxane. Comme on inhibe COX-1 et COX-2, on vient inhiber les prostaglandines. Et là par contre c'est beaucoup moins drôle, parce que chaque prostaglandine elle a un rôle très précis, qui sont donc les suivants, j'ai vraiment réduit au maximum pour ne prendre que les plus pertinents en fait. Donc on a d'abord la prostaglandine, donc PGE2. PGE2, donc c'est la fameuse qui stimule le mucus gastrique, et également le bicarbonate. Parce que oui, non seulement cette prostaglandine qui est censée stimuler la production de mucus pour l'estomac pour qu'il puisse se protéger de son propre acide, n'est plus là, mais en plus de ça, cette prostaglandine-là, elle pouvait favoriser la sécrétion de bicarbonate, le bicarbonate qui est censé empêcher l'acide d'être trop acide. Donc quand on inhibe PGE2,
on vient non seulement retirer son bouclier, donc le mucus, et en plus de ça, on vient défavoriser le fait de pouvoir baisser l'acide pour le réguler. Donc l'acide en fait augmente, pas à l'infini, hein, mais juste il augmente dangereusement vers le trop acide, et en plus on n'a plus de mucus. Donc encore une fois, c'est double peine. Ensuite, on a PGF2-alpha. Ça, c'est une autre prostaglandine qui va être responsable donc de la contraction des muscles lisses, en particulier donc dans le tractus digestif. Tractus, c'est quoi? Tractus, c'est la trajectoire de A à Z du bol alimentaire, donc de la bouche à la porte de sortie. En particulier, donc, ici, la vidange gastrique. Donc, qu'est-ce que c'est? L'estomac, hop, voilà, on fait comme ça. Il a ici l'acide gastrique, l'œsophage, il est ici. Et après l'estomac, on a donc la première portion de l'intestin qu'on appelle donc le duodénum. On va prendre un schéma plus simple, juste là, voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc l'estomac, il est ici, voilà. L'acide, il est là. Là, on a le duodénum, donc le début de l'intestin grêle. Là, le foie et derrière le pancréas ici. L'estomac, donc, quand on va manger quelque chose, donc le bol alimentaire, hein, avant que le bol alimentaire devienne donc le chyme, ce bol alimentaire traverse l'œsophage juste ici, hop, et il arrive dans l'estomac, dans lequel l'acide va transformer, entre guillemets, va réduire ce qu'on mange en ce qu'on appelle le chyme. Donc le chyme, en fait, c'est une espèce de bouillie, de bouillasse, voilà, donc de tout ce qu'on a mangé qui est réduit en bouillie. Et donc cette bouillie, le chyme, il va être expulsé de façon progressive au compte-gouttes dans l'intestin. Parce que si on a tout d'un coup, hein, si on envoie directement tout le chyme, bam, dans l'intestin, on va avoir une surcharge énorme et des grosses lourdeurs au niveau de l'estomac. Ce qui est le cas d'ailleurs quand on a une vidange qui est très lente. Ça tombe bien parce que c'est ce qui se passe quand on prend des INS par exemple. Donc à PGF2-alpha, elle contrôle ça, cette vidange gastrique. Donc si c'est pas correctement vidangé, malheureusement on va avoir des grosses lourdeurs à l'estomac, d'autant plus que on va en fait avoir une stase du chyme en question dans un estomac donc qui ne se vidange pas correctement, et en plus un estomac qui a plus de mucus et qui a un acide qui augmente dangereusement. Donc là c'est vraiment le combo gagnant pour avoir l'estomac vraiment complètement déglingué. Ça contrôle également la contraction des muscles utérins, c'est pour ça qu'on déconseille très fortement les femmes enceintes de prendre ce médicament. On a ensuite PGD2 qui règle l'homéostasie de la muqueuse intestinale ainsi que sa perméabilité. Donc basiquement, l'homéostasie c'est comment régir l'équilibre de deux milieux séparés par une paroi. La muqueuse est censée être étanche, d'accord, mais quand elle ne l'est plus, qu'elle est poreuse, comme une passoire, eh bien ça va venir être le vecteur de sel extrêmement volumineuse, d'intolérance et de carence surtout. On en parlera ensuite. Donc d'avance, pour ceux qui ont une muqueuse poreuse perméable, à aller voir la vidéo sur comment restaurer sa muqueuse et la vidéo sur les intolérances, parce que ça naît en très grande partie de ce processus. Et enfin, on a donc PGI2 qui règle la perfusion, donc l'irrigation, la vascularisation plutôt, des organes digestifs et cicatrisation par conséquent. Parce que oui, on a vu avant, pour cicatriser, le lieu où c'est inflammé a besoin d'un afflux de sang massif, puisque le sang transporte les nutriments qui permettront de cicatriser. Donc je rebondis sur cette perfusion et cette muqueuse et cette homéostasie. Par conséquent, vu qu'on a une perfusion qui est atteinte, on va avoir une perte de nutriments. Et ce qui va s'en découler, c'est donc une très grosse baisse de l'assimilation de la vitamine B9, B12, également des glucides. Tout se passe dans donc le jéjunum, c'est le corps de l'intestin grêle, et le duodénum, c'est le début, comme on a vu juste avant. La partie terminale, c'est l'iléon. Donc on va avoir une baisse de l'assimilation de la B9, de la B12, des glucides, en principe, acides aminés, donc on s'en rappelle, acides aminés, avant ce sont des peptides, et encore avant ce sont des protéines, d'autant plus que nos acides aminés vont pouvoir être correctement assimilés en fonction de l'acide gastrique qui est déjà détruit par l'INS. Également, l'IPP s'il est pris avec. Donc, autant vous dire que comme la combo des deux, niveau protéines, c'est juste pas possible. Acides gras, évidemment. Pourquoi? Parce que l'estomac sécrète également des lipases. Donc ça, vidéo IPP, j'en parle en détail. Ensuite, donc les vitamines, donc je mets B+, en fait, c'est pas que la B9, la B12, enfin c'est elle en priorité, mais en fait c'est toutes les vitamines B, vitamines A, D, E et K, le calcium, le magnésium, fer, zinc, potassium, phosphore, manganèse, chrome, molybdène, tout ça, c'est alors, pas de fait carencé, d'accord, mais en tout cas, leurs taux vont être influencés juste par la présence de ce médicament. Et également, donc, on baisse tout ce qui va être assimilé au niveau duodénal. Donc le fer, le calcium, magnésium, le cuivre, le phosphore, le sélénium, B1, 2, 3, 7, 9, ADEK. Et enfin, le fer, on en parlait juste avant, et bien, à cause des hémorragies différentes, et bien, on vient baisser notre taux de fer utile. Ce qui est paradoxal, c'est que donc, les cellules sanguines
qui vont donc être impliqués dans ce processus de cicatrisation, normalement, et même quand les vaisseaux se vasodilatent, les cellules sanguines requièrent du fer et de la B9, mais qui vont être carencés ici. Le fer, parce que ça constitue donc le noyau M de l'hémoglobine, donc c'est la structure principale de l'hémoglobine, et la B9 sert, elle, à maturer les globules rouges. Donc si on est carencé en fer parce qu'on a plein d'hémorragie, et qu'en plus on est carencé en B9 parce qu'elle n'est plus du tout absorbable, eh bien on vient empêcher la bonne cicatrisation du lieu en question. Mais c'est déjà parasité avant, parce qu'on prend un INS qui vient couper la voie au niveau de COX-1 et COX-2, et COX-3 d'ailleurs. Donc, si vous voulez, l'INS n'est pas un médicament pour guérir ou cicatriser, c'est un truc qu'on prend pour plus avoir mal. Mais ça s'arrête vraiment là. Sauf qu'en vérité, alors quand c'est une fois, je dis pas, hein, mais quand c'est répété, c'est totalement contre-productif. Donc là, je récapitule, mais un médicament utilisé pour soulager la douleur ou l'inflammation peut, à long terme, affaiblir la capacité du corps à se régénérer et à transporter l'oxygène en épuisant ses réserves de nutriments essentiels à la fabrication du sang. Donc voilà un peu le problème quand on vient inhiber COX-1 et COX-2. Mais donc, comme on vient couper la voie ici, notre acide arachidonique, comme il ne peut plus aller ici, et qui va aller un peu là, eh bien on va avoir surtout une saturation, entre gros guillemets, ou plutôt une délocalisation de la cascade de l'ARA vers la lipo-oxygénase. Le problème, c'est que donc délocaliser cette cascade métabolique vers l'ox, ça va avoir d'autres conséquences, notamment des réactions asthmatiques, voire allergiques. Alors pas chez tout le monde, d'accord. Cette délocalisation, eh bien, elle est propre à chacun. Pour beaucoup de personnes, chez des personnes, ça pourrait être plus ou moins prononcé, d'accord. Comme on va avoir une saturation, entre guillemets, encore une fois, de la voie, donc l'ox, eh bien on va avoir une surproduction de leucotriène. Et c'est ça en fait qui donne ces symptômes-là. Donc grosso modo, voilà ce qui se passe en fait quand on prend des INS de façon vraiment répétée. Donc maintenant, quelles sont les solutions pour sortir un peu de cette boucle-là? Encore une fois, tout comme les IPP, c'est pas des solutions qui vont prendre 2 jours. Hein. Ça va prendre vraiment du temps parce que c'est pas que ça prend vraiment beaucoup de temps, c'est que ça va être proportionnel par rapport à la durée de la prise, hein, évidemment. Donc là, il y a plusieurs choses. Déjà, on va relativiser la douleur. Pourquoi je dis ça? Parce que je connais beaucoup de gens qui sautent directement sur l'aspirine, l'Advil, etc. dès qu'ils ont le moindre bobo. Et ouais, le terme bobo, carrément. Donc non. En fait, il faut vraiment l'utiliser seulement en cas de force majeure, entre gros guillemets. Si on peut s'en passer, on s'en passe. Et si on a un peu mal, ou même si on a mal, il faut laisser le corps réagir ainsi. Car comme on l'a vu avant, c'est normal. Quand on a mal et que ça brûle, etc., on est ici. On est juste ici. On n'est pas loin en fait de guérir. Mais beaucoup coupent la voie juste ici. Voilà. Donc moi, à part vous dire d'avoir un usage raisonné de la DNS, je ne vais pas vous dire autre chose. Et donc voilà, quand on a une blessure, une douleur légère, modérée, on va dire, ce n'est pas utile d'avoir recours aux AINS. Deuxième, pas vraiment solution, c'est de comprendre donc que c'est contre-productif, comme on a vu juste avant. Autre truc important, c'est qu'il faut chercher la cause profonde de l'inflammation en question. Pourquoi on est inflammé? Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de savoir. Et comment on est à même de savoir quelles sont toutes les sources d'inflammation dans notre quotidien? Eh bien, on fait soit une anamnèse, soit on pose tout à plat, soit on se renseigne, on documente, etc. Soit on a un carnet pour s'auto-analyser, ça c'est très utile, d'accord? Mais il faudrait que chacun puisse, en tout cas, être à même de lister ce qui est pro-inflammatoire dans sa vie. Ensuite, on peut se questionner sur son passé médicamenteux. Il y a beaucoup de gens qui s'aperçoivent seulement le jour, en fait, où ils mettent tout sur un papier, qu'ils prennent peut-être un INS par réflexe. Ensuite, un truc auquel il faut vraiment se rappeler, c'est qu'en pleine nature, quand on est blessé, quand on est soumis à un stress, normalement, c'est l'invitation à une période de repos, de protection et de prudence. Mais dans le monde moderne, où on n'a pas le temps pour se reposer, on n'a pas le temps pour se protéger, donc être en retrait, et on n'a pas le temps pour être prudent, donc être en retrait encore une fois, eh bien, il va y avoir une dissonance entre être productif, hein, parce que si on ne bosse pas, on n'a pas d'argent, par exemple. L'apparence, pour beaucoup, avoir des boutons partout, par exemple, c'est disgracieux, et donc on va chercher à les masquer, par exemple, ce qui peut être un frein à la vie sociale, dans des cas encore plus soutenus. Ça peut aussi participer un peu à cette image de faiblesse, on a peur de paraître faible par rapport aux autres personnes, mais surtout, c'est qu'on a un accès facile à la solution. On n'a qu'à prendre un cachet, et bim, on n'a plus mal. Ce qui est totalement contre nature, je le dis. Le problème, c'est que les conséquences, donc les méfaits
de ce mésusage d'INS, ce sera différé. Ça va arriver plus tard. Mais comme ça, on ne vous le dit pas en fait. Personne ne vous dit ça. Quand on prend plein d'INS tout le temps, personne ne vous dit que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois d'usage répété d'INS, vous allez avoir des grosses douleurs d'estomac. Personne ne vous dit ça. Dans les pubs pour les médicaments, on vous dit juste « Ah, j'ai bobo, tiens, prends un médicament. » Et hop, ça y est, je vais bien. Waouh, super. Et personne ne vous dit « Ah bah tiens, un médicament est vraiment trop cool. Par contre, si tu fais que de prendre tout le temps, au bout d'un moment, tu auras l'estomac vraiment flingué. » Personne ne vous dit ça. Et personne ne vous dit « Tiens, le médicament-là, prends-le vraiment souvent. Et puis peut-être que dans 1, 2, 3, 4 mois, tu vas avoir un estomac complètement flingué. » Ou alors, c'est écrit en tout petit dans la notice que personne ne lit évidemment. Ce qu'il faut faire aussi, c'est combler ses carences. On l'a vu avant que c'était un vecteur. Également, réparer ça ou ses muqueuses. Donc, alors là, il faut aller voir la vidéo IPP, parce que si on prend les deux en même temps, on va avoir l'estomac qui va être touché, mais aussi des muqueuses. Donc, dans un processus de réparation et d'arrêt progressif d'INS et d'IPP, en premier lieu, c'est la muqueuse ou les muqueuses qui vont devoir être traitées, parce que c'est elles qui prennent le plus tarif, hein, grosso modo, avant, au fur et à mesure, petit à petit, de focaliser sur l'estomac et autres organes connexes. Donc voilà, vidéo plutôt rapide. Comme d'habitude, ça c'est pas un protocole, hein, d'accord? C'est juste des solutions que moi j'expose. Et évidemment, un protocole, tout comme la vidéo IPP, ça prend beaucoup de temps entre chaque étape, hein. On ne sort pas d'un médicament comme ça en 2 semaines. Ok, on fait ça vraiment prudemment, doucement, mais sûrement. Et comme d'habitude, pour ceux qui ont besoin d'aide, nous on est là en commentaire YouTube et en DM Instagram. Et pour ceux qui souhaitent s'en sortir avec donc Carla et moi, on vous propose nous donc du coaching pour vous prendre par la main et donc éviter toutes ces petites erreurs de parcours et vous permettre donc de guérir rapidement mais sûrement.